Épisode 157. Comment structurer ton équipe d'entraîneurs pour que ça tienne toute la saison? Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance d'accompagner des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Ce podcast est donc ma façon de vous amener au cœur de mon travail en décomposant les stratégies que j'aborde avec ces entraîneurs ou bien en interviewant des sommités qui mènent des études scientifiques en lien avec le coaching. Aujourd'hui, on est de retour avec un épisode de Foire aux questions en solo pour répondre à vos questions. Je vais me limiter à 2 questions aujourd'hui parce qu'elles méritent une réflexion profonde, que ce soit pour préparer notre équipe d'entraîneurs avant le début de la saison ou bien figurer comment conserver son énergie durant toute la saison. Les 2 questions d'aujourd'hui ne sont pas inventées, elles viennent directement des conversations qui ont cours cet été à l'intérieur de la première cohorte de Premier Plan et la communauté que je bâtis en parallèle du balado. C'est un bel aperçu de ce qui s'en vient pour Temps d'arrêt dans les prochaines semaines. Pour suivre la suite, mais la façon la plus simple de le faire, c'est de vous abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com et ou de me suivre sur les médias sociaux @coachfrankphd dans un mot, où est-ce que je partage des trucs, des ressources, des réflexions utiles, je crois, entre chacun des épisodes. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, lecoachfrankphd.com, pour en savoir plus. Sur ce, bon podcast. Tu sors d'une rencontre d'entraîneurs. En plus de ressentir la tension dans la pièce, tu sens que tes adjoints ont pas vraiment compris où tu veux amener l'équipe. Et puis, il y avait un bout où est-ce que tu avais juste envie de t'en aller de ton meeting. Il y a même un adjoint qui a challengé ta façon de faire devant tout le monde. 3 semaines avant le premier match, tu te demandes déjà si tu as fait une erreur à l'embauche. Aujourd'hui, je te dis pourquoi cette friction-là n'est pas un signe d'échec, et je te donne un cadre pour savoir exactement où tu en es avec ton staff et quoi faire ensuite. Bienvenue à Premier Plan, je suis François Rodrigue. Dans mon travail, j'étudie le métier d'entraîneur-chef pour aider les entraîneurs à réussir. Avec Premier Plan, j'ai 2 objectifs: vous aider à bâtir une équipe de premier plan, gagnante, durable et saine, et vous donner votre premier plan d'action, un point de départ concret applicable tout de suite dans votre prochaine semaine. Et je fais ça parce que pendant que vous vous concentrez sur vos athlètes, eh bien moi je fais la recherche pour que vous n'ayez pas à la faire. La dernière fois, dans l'épisode numéro 11 de Premier Plan, on a mis la table sur l'importance de bien préparer la saison. On a nommé qu'il y avait plusieurs groupes dans ton environnement, qu'il y avait plusieurs facteurs à considérer dans l'environnement. Mais au niveau des groupes qui sont importants, il y en a 2 qui sont relativement simples à cibler. C'est le groupe d'entraîneurs puis le groupe d'athlètes. Chacun de ces groupes-là va passer par plusieurs étapes ou plusieurs stades de formation d'un groupe au cours de la saison, séparément et pas nécessairement au même rythme. Donc, en tant que leader de l'environnement, c'est important de bien comprendre ces stades-là, puis sans nécessairement s'attarder aux détails de chacun des stades, de comprendre au moins le rythme d'une saison, la direction que ça peut prendre, puis comment est-ce qu'on doit naviguer au fur et à mesure. Et je parle de ça parce que dans la dernière semaine, les commentaires de quelques membres de la communauté m'ont renvoyé vers 3 signaux importants, 3 enjeux importants, soit le défi de mettre en place un nouveau staff, la difficulté d'établir et maintenir ces non négociables à travers une saison, et le défi de bien faire comprendre les rôles et responsabilités de chacun dans un staff. Ça va donc être le sujet primaire d'aujourd'hui, en plus d'un autre auquel je reviendrai plus tard. D'abord et avant tout, si on s'attarde à la formation d'un staff, mais
je veux vous parler de ça parce que si on parle de ça en juillet, mais il vous reste encore pour la plupart quelques semaines avant de mettre en place votre fonctionnement pour la saison. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont en train de finaliser les dernières embauches pour la saison. Et je pense qu'il y a un cadre qui est utilisé à toutes les sauces dans plusieurs endroits du PNCE, dans des formations universitaires, qui date de 1965, qui peut vous aider, que moi-même j'utilise, puis auquel je reviens tout le temps. C'est un cadre classique là, quand on parle de la psychologie des groupes pour décrire comment une équipe se forme. Puis, donc, ce stade-là, c'est les stades de Tuckman 1965, parce qu'on doit rendre à César ce qui revient à César. Puis, si on le nomme en anglais, il y a 5 stades. Donc, le forming, storming, norming, performing et adjourning. Donc, pour ceux qui tiennent à voir la traduction française, et c'est ce que je vais utiliser d'ailleurs dans les prochaines minutes, en français, on parle de l'introduction, la présentation, la rébellion, la normalisation, la performance et l'ajournement. Quand on parle des 5 étapes, quand on parle de l'introduction, c'est le groupe qui se rencontre, qui cherche ses repères, les gens essayent de comprendre un petit peu, c'est qui Jonathan, c'est qui Vincent, c'est qui Thomas, c'est qui Valérie, c'est qui Isabelle. Donc, on essaie de voir un petit peu qui se tient où, on évite les conflits ouverts, tout le monde reste sensiblement poli, on challenge pas trop l'autorité, on teste pas encore les limites. Ça, c'est généralement l'étape d'introduction, présentation, là, qui est forming en anglais. La deuxième étape, c'est la rébellion, le storming. C'est là que les désaccords sortent et en fait, qu'il y a des gens qui vont challenger ouvertement. Mais challenger ouvertement, ça ne veut pas nécessairement dire de lever la voix et de dire « Hey, ça fait pas de sens ce que tu dis ». Ça peut être de défier les normes. Donc, si une des normes, par exemple, que vous avez, c'est d'arriver à l'heure, ils vont commencer à se traîner les pieds. Puis finalement, ils vont arriver à 10h02 au lieu d'arriver à 10h. C'est là que les rôles, les normes, les décisions sont contestés des fois de façon ouverte, des fois de façon subtile. On arrive ensuite à la troisième étape qui est la normalisation, donc le norming. C'est là, le groupe accepte qu'il y a une façon de faire qui est commune, accepte les normes qui sont dans l'équipe, les règles, tendance à adhérer à ces règles-là, accepte aussi les différents rôles des personnes, les différentes personnalités, comprennent que moi je suis peut-être un réserviste, comprennent que moi je suis peut-être juste un attaquant de deuxième trio, etc. Et là, la confiance s'installe dans la dynamique du groupe pour qu'on arrive éventuellement au 4e stade qui est la performance, donc performing. C'est là que le groupe exécute en pleine confiance, en pleine connaissance, en fonction des rôles, des normes, des repères qui ont été intégrés, tolérés tout au long de la saison ou tout au long des dernières semaines, sans nécessairement avoir à le renégocier. C'est comme si dans la période de rébellion, il y avait un point où est-ce que les gens essayent de comme négocier. Mais négocier, ça veut pas dire comme, regarde, si tu me donnes une chaise, moi, je vais te donner 10 piastres. Ah non, moi, j'en veux 5, etc. Pas un excellent exemple. Mais négocier, ça veut dire des fois de juste challenger un peu comment ça fonctionne pour essayer de changer un peu les limites du groupe ou les rôles des différentes personnes. Et là, on arrive à la 5e étape qu'on appelle l'ajournement, adjourning, donc la fin où est-ce qu'on doit dissoudre le groupe ou vraiment mettre un terme, faire un récapitulatif. Puis on en reviendra là, dans une chronique de fin de saison parce qu'aujourd'hui, je veux m'attarder principalement à l'introduction et à la rébellion parce que je le sens avec les questions qui ont été partagées dans la communauté, je le sens là, que ça peut vous aider. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Hamel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. Avec tous les projets qui s'accumulent, la gestion de projet devient un point central de notre réussite quand on est un professionnel. Justement, Wise Era Technology aide les entreprises à transformer leur vision en valeurs concrètes. L'équipe de Wise Era Technology développe des logiciels de gestion de projet et des CRM sur mesure qui sont adaptés à la réalité de chaque organisation. Ils travaillent avec des PME, autant dans le secteur privé que public, à travers différents domaines, de l'immobilier au manufacturier.
puis même en passant par l'administration du sport, un secteur dans lequel ils accompagnent plusieurs organisations. La plupart des organisations font face à une réalité commune, des opérations désorganisées, des outils mal intégrés, une perte de temps et surtout, ce qui, moi, m'irrite le plus quand je suis en gestion dans un projet, un manque d'agilité pour prendre des décisions. Il faut être capable de prendre des bonnes décisions rapidement. C'est là que Wise Era intervient en structurant les opérations et en bâtissant des systèmes performants sur la plateforme monday.com. Wise Era, c'est là où la technologie rencontre l'exécution. Une des premières questions qui a été posée dans la communauté, c'est où se placent tes non négociables là-dedans? Bien, si on pense à l'introduction, tes non négociables doivent être fixés et communiqués dès le départ, pas en cours de route. Fait que, par exemple, c'est d'expliquer clairement pourquoi ce non négociable-là compte pour toi. Ben, si un des principes que tu adoptes, ça vient du livre Compete Forever ou Win Forever de Pete Carroll, l'ancien entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, eh bien, tu dois le présenter, le définir et donner des exemples concrets. Donc, par exemple, dans le livre de Pete Carroll, on parle de Be Early. Mais Be Early, moi, ce que j'en ai compris, c'est que si tu arrives en avance pour tes rencontres, ben tu vas être prêt à travailler. Mais aussi sur le terrain, si tu arrives en avance à l'emplacement de tes responsabilités, c'est-à-dire que tu as la zone profonde en couverture, puis tu es en avance à ton spot, ben tu devrais faire un meilleur travail. Fait que dans le fond, d'être be early, donc d'être en avance, ça te permet de faire un meilleur travail dans l'ensemble. Mais moi, un de mes principes, c'est qu'on soit des professionnels à travers la ponctualité. Puis ça, c'est dans tous mes domaines. Puis ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire qu'il faut être prêt à travailler papier et crayon à la main ou tablette et crayon à la main à l'heure pile du meeting, pas à 10h02. Fait que mon attente, qu'on soit dans un meeting professionnel avec mon staff ou avec les athlètes à l'époque, ben si on appelle que le meeting est à 10h, je te demande pas d'être là à 9h55. Je te demande d'être assis à ton bureau à 10h, pas à 10h02. Ou autrement, si on parle d'une séance d'entraînement puis qu'on va avoir des standards, ben ça pourrait être d'expliquer clairement que l'attente, c'est que tu sois en uniforme sur le terrain synthétique ou sur le tapis de la salle d'entraînement à 10h pile, pas à 10h01 et 30 secondes. Mais c'est ça, de le définir clairement. Puis ça devient important pour la phase d'introduction dans le groupe, de le délimiter clairement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de zone grise, c'est quoi? Comme là, avec l'exemple que je viens de vous donner, il n'y a pas de zone grise. Le point, c'est tu es assis, prêt à travailler, crayon, papier à la main à 10h. Point. Ensuite de ça, il y a la phase de rébellion. C'est là que les non négociables, les attentes vont être challengées. Puis ça, il faut s'y attendre. C'est juste normal, c'est même attendu. Puis si on prend le même exemple, mais pour la ponctualité, moi, ce que j'ai vécu dans l'arrière de coach, c'est là que tu arrives, par exemple, si on était au football, le camp d'entraînement a commencé dans le coin du 4 août, tu arrives à quelque part, là, je veux dire, dans le coin du 27, 28, 29 août, là, généralement, après la première game pré-saison, on commence à comprendre où est-ce qu'on fit dans la hiérarchie là, au niveau des joueurs. Ben, c'est là que d'un coup, il avance tranquillement, pas vite, se traîne les pieds. Puis finalement, au lieu d'arriver à 10h, ben, il arrive à 10h02. Mais c'est là que tu dois réaffirmer ton principe sans négocier. C'est comme, non, les attentes étaient claires, tu dois être là à 10h, je te retire du meeting, tu pourras demander à un de tes coéquipiers d'avoir la mise à jour pour le meeting. Tu fais pas de scène, tu pètes pas une coche, tu fais juste réaffirmer de façon calme et intransigeante. En anglais, on dirait assertive, fait que je pourrais dire probablement ferme, la limite de la rencontre ou de ce que tu as établi. Puis si la conséquence prévue, c'était qu'il perdait son poste sur l'alignement partant, si on veut, pour la pratique parce qu'il arrivait en retard à un meeting, bien parfait, tu l'enlèves de l'alignement partant, t'en fais pas de scène, tu fais juste comme hey, c'était clair, c'était écrit en début de saison. Ça peut être de pas avoir ta première présence sur l'avantage numérique, ça peut être d'être réserviste pour cette pratique-là. Peu importe. Donc, l'important, c'est d'être cohérent sans tomber dans l'excès, puis juste d'être ferme, puis de réitérer ça. C'est aussi là que dans la phase de rébellion, il faut expliquer le pourquoi on fait les choses abondamment. Puis comme j'ai dit, les gens vont challenger les règles, et ça, c'est à toi de maintenir le cap. Puis c'est là que moi, personnellement, ce que je vois, autant dans ma vie privée que professionnelle, il y a trop de personnes qui arrivent à ce moment-là, puis c'est comme, pour faire plaisir au groupe, ils vont comme négocier les choses. Puis, jusqu'à un certain point, puis là, je fais une tangente, qui peut être boiteuse, mais je vais quand même la faire pour qu'on en soit conscient, parce que c'est en réalité une question que j'ai en tête. Est-ce que c'est pas un peu une partie du problème quand on parle des nouvelles générations? C'est-à-dire que je parlais justement avec un entraîneur là, au mois de juin qui me dit « ben là, si je mets mes attentes trop fermes, ben là, je vais perdre des joueurs puis là, j'aurai plus d'équipe. »
Ben, c'est là que les athlètes comprennent rapidement qu'ils ont l'avantage sur toi. Donc, s'ils comprennent ça, c'est là que tu perds la phase de rébellion. Puis là, oui, je parle de gagner puis de perdre, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas perdre le cap, tu vas perdre le contrôle de ton navire. Puis en réalité, de mettre des normes, ça va pas dissuader le groupe d'embarquer, ça va augmenter la valeur perçue du groupe. Puis pourquoi c'est important, ça, d'augmenter la valeur? C'est que, hey, c'est spécial de faire partie, que tu sois l'entraîneur-chef collégial, M18, junior majeur, professionnel dans les premiers calibres. C'est un privilège de faire partie de ces équipes-là, mais pour qu'il y ait une perception que c'est vraiment un privilège, ben, il faut pas que ce soit facile puis donné à tout le monde. Non, il y a des normes. Tu fais partie d'un environnement de performance qui s'attend à ce que tu dépasses ce qui est attendu de la moyenne des gens. Ben, voici les attentes. Puis c'est là que moi, je vous renvoie, vous, puis de me dire comment est-ce que vous pouvez imposer ça par respect, avec calme et dès le début de la saison et maintenir le cap pour la suite de la saison. Une fois que vous allez voir là, que les personnes comprennent vraiment le pourquoi, bien là, vous allez tomber dans la période de normalisation, donc le norming, où est-ce que tout ce que tu as à faire, c'est de rappeler les rôles, rappeler les non négociables, rappeler les valeurs, les réaffirmer. Tu réinventes rien, c'est le moment où est-ce qu'elles tiennent, puis il y a même des gens à l'intérieur de ton équipe, potentiellement des leaders ou des followers, les first followers, on y reviendra une autre fois, qui vont justement comme soutenir ce que tu as mis en place. Puis ça, on y viendra là, dans une autre chronique là, plus au courant de la saison. Donc, somme toute, il y a 2 points là, sommaires que je veux dire par rapport à ça. C'est que, 1, ça va arriver. Il faut pas capoter parce qu'il y a des défis. Je connais pas une équipe championne, puis je connais pas un entraîneur qui a dirigé une équipe championne qui a pas vécu de friction par rapport à des éléments comme ça. Tout le monde en vit. La clé, ou la différence, c'est à quel point tu vas être capable de passer à travers cette période-là de façon constructive. J'allais dire facilement, mais pas facilement. Ça sera pas facile. Mais comment est-ce que tu peux passer à travers ça de façon constructive? Puis si je peux me permettre de citer Jocko Willink, qui a écrit le livre Extreme Ownership, que je recommande à tout le monde, mais un de ses livres un peu plus obscurs, là, qui s'appelle Discipline Equals Freedom. C'est rien de révolutionnaire comme livre, là, mais c'est un bon rappel sur certains des éléments. Puis ce qu'il recommande, lui, c'est quand il y a de l'adversité, de juste dire « good ». Good. Peu importe l'adversité. Là, tu dis, OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est dire good. Qu'est-ce que ça me permet d'améliorer? Je donne un exemple. Un athlète défie votre leadership devant tout le monde. C'est frustrant. Mais ta réaction pourrait aussi être good. Ça me permet de clarifier ma vision. Ça me permet de crever l'abcès dès maintenant. Je suis aussi content de savoir qu'il me le dit en pleine face plutôt que de commencer à magouiller par en arrière. Puis je suis aussi content de savoir qu'on peut faire ça avant le début des séries. Fait qu'ultimement, il y a un athlète qui a défié mon leadership devant tout le monde. Good. Un deuxième exemple. Il y a un entraîneur dans votre équipe qui dit, hey, là, ta couverture de zone là, en défensive, ça marche pas. Good. Vous avez le temps de vérifier, ça vous force à vérifier les statistiques, ça vous donne un petit peu de motivation, ça vous donne potentiellement la chance d'ajuster votre système de couverture si ça fonctionne pas. Ou tu peux juste dire, good. Hey, j'ai pas des yes men autour de moi ou des yes women. J'ai une personne qui me dit ce qu'il pense en pleine face. J'aime ça travailler avec du monde de même. Fait qu'en bout de ligne, quand il y a des défis, on a le choix. Est-ce qu'on se braque? Est-ce que ça nous draine? Ou on fait juste good? Ça me permet d'améliorer les choses. Je pense que la deuxième façon, elle est beaucoup plus constructive. Il y a aussi un autre exemple, là, quand on parle de normalisation, rébellion, peut-être même introduction, là, je vous laisse voir quand est-ce que ça fait de mieux dans votre équipe. Mais l'exemple nous vient de Nick Sirianni. Bon, Nick Sirianni, en dehors d'être l'entraîneur-chef de mon équipe de prédilection dans la NFL, je pense qu'on a quelques éléments intéressants à retenir de lui. Bon, certaines personnes là, prennent Nick Sirianni à la légère à cause de sa personnalité, à cause de son intensité, mais je pense que c'est important d'établir son résumé d'entraîneur-chef. Ça fait 5 saisons qu'il est entraîneur-chef avec les Eagles de Philadelphie. Il y a une moyenne de 694. Ça veut dire qu'il gagne environ 7 matchs sur 10. Il y a eu 2 participations au Super Bowl en 5 ans, dont une victoire. Bon, ça aurait pu être 2 si Jalen Hurts avait pas fait un fumble, mais ça, ce sera pour une autre fois. Ce qui est plus important de savoir, c'est que je pense qu'une des raisons pour laquelle le leadership de Nick Sirianni, malgré toute la tumulte qu'il y a à Philadelphie autour de certains joueurs, c'est qu'elle vient d'une pratique, je pense, qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en début de saison, Nick Sirianni réunit toute son équipe dans l'auditorium du complexe d'entraînement des Eagles de Philadelphie.
Puis, à tour de rôle, ils passent en revue le rôle attendu de chaque joueur, une de leurs forces, devant tout le monde pour la saison qui s'en vient. Puis selon lui, il est très important que la description de tâches de chacun soit très claire et que ce qu'on attend de nos joueurs soit très clair. C'est difficile de tenir quelqu'un responsable si c'est pas clair. Et donc, il veut que tous les membres de l'équipe entendent aussi aussi le rôle des autres pour pouvoir mieux comprendre les responsabilités, mais se tenir mutuellement responsable. Parce que dans un groupe, c'est impossible que l'entraîneur-chef, surtout dans un contexte d'une équipe de football ou même une équipe de rugby, je pense que c'est quand même le cas aussi au hockey, où est-ce qu'on est un petit peu moins, basket, c'est une autre histoire, mais c'est impossible que l'entraîneur-chef tienne responsable tout le monde. 90 personnes, 45 personnes, 40 personnes, ça devient beaucoup. Mais c'est là que de clarifier les rôles et responsabilités devant tout le monde, tout en les valorisant, en nommant une force, ça l'encourage les gens à se tenir mutuellement responsables. Et pour moi, là, ça, c'est un exemple de normalisation, pas nécessairement de rébellion, où est-ce qu'on vient vraiment clarifier les rôles. Par contre, je vous encouragerais à le faire quand même tôt dans la saison. Puis t'as pas besoin du budget d'une équipe de la NFL pour faire ça, là. Une salle, un tableau blanc, 2 minutes par joueur, ça suffit. Que tu sois dans le M18 3A, au junior majeur, au junior maritime ou au collégial, eh bien, tu as l'occasion de le faire là, certainement. Fait que moi, la question que j'ai pour toi en bout de ligne, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça avec tes joueurs, numéro 1? Puis 2, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose avec ton staff? Est-ce que tu as une rencontre ou est-ce que tu le définis clairement année après année? Puis même si ça fait 3 ans que tu travailles avec ce staff-là, je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, je t'encourage fortement à le faire au moins une fois par année, potentiellement une semaine et demie, 10 jours avant le premier match. Mais tu pourrais te rendre au point de le faire à chaque match pour dire « Hey, voici un peu ce qui est attendu de tout le monde. » Bon, est-ce qu'à chaque match au hockey, quand t'en as 60 ou 82, c'est pertinent? Probablement pas. Puis moi, je pense qu'il va être une de mes recommandations numéro 1 pour la suite. Ça va être de le faire au moins une fois par bloc de la saison. Fait que dans le cadre d'une équipe de hockey, si on a la périodisation sur l'année au complet, qu'on fait un bloc de 7 matchs pour représenter les séries éliminatoires, on pourrait le faire une présentation devant tout le monde à peu près aux 3 semaines. Puis bien entendu, au début, ça prenait probablement 2 minutes par joueur, mais avec le temps, ça va peut-être être juste 30 secondes. Ça a l'avantage de vous forcer à clarifier les rôles puis de bien comprendre, puis en même temps de rendre ça très clair là, avec les gens autour de vous. Bon, le cadre que je viens de vous donner met la table, mais je crois pas qu'il répond complètement au chaos de la réalité d'une saison parce que c'est pas vrai que une saison sportive, c'est linéaire. Ça veut dire que on part avec introduction, ça tombe dans rébellion, ça tombe dans normalisation, ça tombe dans performance, puis on reste comme ça jusqu'à la fin de la saison. Pour l'instant, je vous invite à garder en tête justement ces 4 étapes-là. Parce que ces 4 étapes-là, vous allez vous promener durant la saison, vous allez parler avec vos joueurs, puis vous allez vous en rendre compte. Moi, je trouve que ça vous permet d'être attentif, d'observer votre groupe, de comprendre ce qui se passe là, en temps réel, puis d'être capable potentiellement de réagir plus rapidement. Mais parce que, puis si j'ajouterais aussi qu'à un moment donné, ton équipe va revenir en arrière vers la rébellion, même après avoir semblé s'être stabilisée, parce qu'il y a eu des transactions, il y a eu des choses qui ont changé, il y a eu une série de défaites ou peu importe. C'est là que je trouve que le deuxième cadre qui je peux vous parler, mais que je vais rester plus en surface, devient quand même utile. Puis ça, c'est pour le nommer, là, c'est l'équilibre ponctué de Connie Gersick, qui a été publié en 88 puis qui a été actualisé. Mais en gros, là, il y a des similarités, puis je veux que vous mettiez l'accent sur les similarités avec ce que je viens de parler il y a quelques instants. Donc, vous avez votre cadre en 4 étapes, puis ce que Gersick mentionne, c'est qu'en réalité, il y a 3 moments forts là, durant la saison. Tu as la phase 1, c'est-à-dire les tendances initiales que tu vas permettre établir dès le départ. Ça veut dire que le cadre de travail, là, il se fixe dès la toute première rencontre de ton groupe, que ce soit ton groupe d'entraîneurs ou ton groupe d'athlètes. C'est là que tu dois penser méticuleusement à cette rencontre-là, parce qu'après ça, il y a comme une inertie, un momentum qui va t'instaurer, qui va se rendre jusqu'à un point de friction éventuel là, qu'on venait de parler justement. Puis c'est là que Gersick parle, on arrive à quelque part. Là. Ça peut être, on sait pas où, parce que c'est pas dans le contexte sportif que ça a été utilisé. Moi, je vous le mets dans le contexte sportif. À quelque part, là,
à la mi-saison, un petit peu à la mi-saison, il va comme avoir une grande remise en question du groupe. Ça peut être précisément à mi-chemin entre le début puis l'échéance, mais il y a une place où est-ce qu'il va y avoir une remise en question des façons de faire, et là, il va falloir comme travailler ensemble pour adopter un cadre révisé à un certain instant. C'est là que vous voyez qu'il y a des similarités avec ce que je viens de mentionner tout à l'heure. On est comme dans la phase 1, introduction, tendance initiale, on établit le cadre de travail. Après ça, on progresse, on avance. OK, on vit des remises en question, et qui est la rébellion. On revoit un peu notre façon de travailler, et qui est la normalisation. Et là, on se prépare pour la phase 2, c'est-à-dire les tendances révisées. Fait que c'est comme dire où est-ce qu'on part avec un cadre, ça vous l'établissez, on fonctionne pendant un certain temps, il y a une remise en question, on négocie un peu la façon d'arriver à la fin, et là on arrive dans la phase 2 jusqu'à la fin de la saison, où est-ce que là on est dans les tendances révisées. Mais bien entendu, dans le cadre professionnel, où est-ce qu'on a un projet à faire, ben on peut dire, OK, on va se rendre jusqu'à la fin. Mais dans le sport, ce qui risque fortement d'arriver plutôt, selon moi, c'est qu'on va avoir la phase 1. Donc, on a nos tendances initiales, le cadre que vous avez établi. Vous devez rester alerte, regarder ce qui se passe. Il y a du questionnement, il y a des challenges qui se font envers votre leadership ou la structure de l'équipe. Vous répondez aux remises en question, vous faites les ajustements qui sont nécessaires. Parfait, on avance avec les tendances révisées. Il y a d'autres événements qui vont avoir lieu. On revient en arrière vers la transition, remise en question, on révise un petit peu les tendances, on repart pour un certain temps dans les tendances révisées. Puis moi, je vois beaucoup ce back and forth-là se dérouler. Donc, si je reprends le modèle numéro 1, c'est comme si on avait l'introduction. On tombe dans une rébellion, on normalise, on revient un petit peu dans une rébellion, on renormalise, on revient un petit peu dans une rébellion, on normalise, on performe, on revient peut-être dans une rébellion, on renormalise, on performe, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que j'ai vu dans la réalité, de coach, des coachs avec lesquels je travaille, 3 comme directeur, on n'est pas encore rendu là, je pense qu'on est pas mal dans la normalisation en ce moment, mais je peux voir un back and forth qui se fait là, entre les différentes phases. Puis ça, dans le fond, je vous encourage juste à rester alerte. Mais ce que ça veut dire pour toi maintenant, c'est que ce que tu vas fixer dans les prochaines semaines, autant pour ton staff, les rôles, les non négociables, c'est pas un détail, puis tu dois vraiment le faire de façon délibérée. Donc, le principe qui est important de prendre en considération, c'est que il va y avoir une remise en question qui va arriver éventuellement au niveau de la structure, que ce soit la mi-saison exactement ou pas, ou juste un peu avant, mais ton travail, là, c'est de le prévoir, de l'anticiper. Fait que le premier plan d'action que j'ai pour vous en lien avec ça, ben, ça commence d'abord et avant tout, comme à chaque fois, par un principe directeur. Le cadre que tu fixes maintenant au mois de juillet va persister par inertie pendant une bonne partie, potentiellement la première partie de ta saison. Donc, fixe-le consciemment, autant avec ton groupe d'athlètes que ton groupe d'entraîneurs. L'action numéro 1 que tu peux faire, ben, c'est dans ta prochaine rencontre avec ton staff, ben, dis clairement qui décide quoi, puis comment tu comptes diriger. Puis ça peut être aussi simple que d'affirmer ton style de leadership. Est-ce que c'est une démocratie participative dans ton staff? Ça veut dire que chaque coach a un vote, on vote, puis la majorité gagne. C'est peut-être ça. Ça fonctionne pas comme ça dans tous les contextes, mais il y a des contextes de performance où est-ce que ça peut fonctionner comme ça. Ça peut être fonctionner en démocratie participative, donc tout le monde a un vote pour la discipline, mais peut-être pas pour l'avantage numérique ou la couverture défensive. Est-ce que tu vas avoir un style plus autoritaire ou est-ce que ça va être une démocratie consultative? Moi, c'est ce que j'ai dit à mes employés. Moi, j'utilise une démocratie consultative pour la stratégie. J'ai été nommé dans ce poste-là parce que les gens ont confiance dans ma vision. Je vais vous consulter parce que vous êtes dans l'organisation au quotidien, vous faites des tâches, vous êtes brillant, vous avez des responsabilités, vous vivez, vous avez le pouls de ce qui se passe. Mais j'ai été nommé dans ce poste-là, élu, pour justement la vision que j'avais, ben je vais vous consulter, mais en bout de ligne, c'est moi aussi qui est responsable puis imputable de ça. Fait que moi, j'ai dit à tout le monde clairement que pour les stratégies, pour la stratégie de notre organisation, c'est une démocratie consultative. Pour les opérations, qu'est-ce qu'on doit faire pour organiser telle rencontre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos activités d'enseignement? Ben, c'est une démocratie participative. Vous êtes là au quotidien, c'est vous qui savez comment ça se passe. Mais ça, c'est à voir selon ce que vous vous sentez confortable et ce que vous sentez qui est le plus efficace. Parce qu'il y a aussi une question là-dedans de dire je veux quand même donner des responsabilités à mon staff parce que je veux qu'ils se sentent concernés par le projet, je veux qu'ils se sentent valorisés. Donc, ça devient important de leur donner des responsabilités, mais en même temps, c'est aussi vous qui êtes responsable des performances de l'équipe. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport?
Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madorhamel.com et mentionner Coach Frank. Cet épisode est également présenté par Wise Era Technology, une entreprise spécialisée en solutions numériques qui dessert des organisations sportives. Par exemple, Wise Era a accompagné une organisation qui gérait plusieurs équipes, des joueurs, des entraîneurs à travers plusieurs programmes et surtout énormément d'informations. Les problèmes, c'est que tout était dispersé, les suivis dans Excel, les communications un peu partout, les horaires dans différents outils. Aucune structure centralisée. Résultat, je suis sûr que vous le voyez venir, beaucoup de pertes de temps, un manque de coordination et des décisions prises sans réelle visibilité. C'est là que l'équipe de Wise Era est intervenue. Et ce qu'ils ont fait, c'est reconstruire complètement la façon d'opérer de cette organisation. D'abord, ils ont facilité la collecte de données. Chaque entraîneur, chaque membre du personnel pouvait entrer de l'information via des formulaires simples à propos de la performance des joueurs, des blessures, les présences, des évaluations, et tout ça directement dans un système centralisé. Ensuite, l'équipe de Wise Era a structuré les accès. Chaque personne voyait uniquement ce qui la concernait. Soit que tu étais entraîneur, soit que tu étais thérapeute, soit que tu faisais partie de la direction, chacun avec ses permissions et ses responsabilités. Ils ont aussi centralisé tous les départements coaching, médical, administration, gestion des équipes, tout au même endroit. Et ultimement, puis moi, c'est ce qui me parle le plus, puis c'est ce que je fais avec Wise Era aussi, c'est qu'ils ont mis en place un programme ou une interface de gestion claire des tâches et des projets, qui fait quoi, quand et avec quel suivi, le tout en temps réel avec des automatisations qui éliminent la friction opérationnelle. Et moi, j'ai la chance de collaborer avec eux depuis quelques mois et ça fait une grosse différence dans toute la coordination de projets duquel je fais part. Le résultat, eh bien, c'est une organisation qui est passée d'une gestion réactive à une gestion structurée et proactive de leurs activités, de leurs projets, de leurs tâches, de la communication. Et aujourd'hui, ils prennent de meilleures décisions et surtout plus rapidement. Pour en savoir plus, visitez wiseeratechnology.com. Action numéro 2, quand vous allez sentir là, que les non négociables commencent à être contestés, que les limites de l'équipe commencent à être défiées, bien, faites pas juste expliquer qu'est-ce qui doit être fait. Hey, tu dois arriver à l'heure. Expliquez pourquoi. Pourquoi on doit arriver à l'heure, jusqu'à ce que tout le monde dise « OK, oui, coach, là, on le sait pourquoi. » Bien, une fois que vous entendez « Oui, coach, on le sait pourquoi », bien, vous savez que vous commencez à être rendu de l'autre bord là, de la phase de rébellion. C'est ce qui fait en fait qu'un non négociable survit à la rébellion ou non. Puis ça devient important. L'action numéro 3 que je vous invite à faire maintenant, c'est de déjà prévoir votre révision. Mettez-la à votre calendrier, là. Un moment délibéré pour revoir la structure de ton équipe d'entraîneurs. Puis pas nécessairement pile à la mi-saison. Là.
Il y en a d'entre vous là, qui ça fait 22 ans là, que vous coachez comme entraîneur-chef / dans un haut niveau. Vous commencez à savoir là, que à partir de telle semaine, là, il commence à avoir un down au niveau de l'énergie, il commence à avoir plus de challenge, on commence à déjà penser à la deuxième moitié de saison. Mais mettez une meeting, là, bloquez une avant-midi au complet, bloquez un 3 heures, allez déjeuner à quelque part avec votre staff, puis allez en fond temps comble, réservez une petite salle en arrière, puis allez en fond temps comble là, par rapport à la structure puisque vous pensez qu'il doit être adapté. Comme ça, vous pouvez aussi arriver avec votre staff puis leur dire mais regardez, là, je sais que tu m'amènes un peu, là, tu veux qu'on change telle façon de faire. Pour l'instant, on va fonctionner comme ça jusqu'à la 3e semaine de novembre. 3e semaine de novembre, dans notre rencontre qu'on a déjà prévue dans telle salle, à tel restaurant, tu pourras amener ça là, puis là, on verra si on le change, puis je vais vraiment vous écouter. Mais je pense pas que dans le feu de l'action, c'est le temps de changer les principes. Donc, je vous invite là à faire ça. Donc, c'était le topo pour, en gros, le fonctionnement ou comment démarrer l'encadrement d'un staff. Mais avant de terminer, je veux quand même revenir sur une question de l'auditoire. La semaine dernière, là, j'ai publié un texte sur la durabilité du coach qui est intitulé « Votre mois de janvier devrait déjà être planifié en juillet ». Et puis, cette question-là ou ce sujet-là vient d'un entraîneur-chef au hockey M18 qui nous a écrit avec la question suivante. J'ai reformulé là, pour des fins de concisité ou d'abréger les choses pour rendre ça plus concis. Donc, l'entraîneur a écrit, donc dans ma reformulation, « J'ai de la difficulté à maintenir mon rythme quand les tournois s'enchaînent sans répit après les fêtes. Je deviens moins structuré, je tombe en mode au jour le jour. Comment je navigue le début de saison pour ne pas arriver toasté après les fêtes? » Puis, ce qui est vraiment intéressant là, de cet entraîneur-là de hockey, M18, entraîneur-chef, c'est qu'il ne part pas de zéro. En gros, il a déjà commencé une refonte de son temps. Il a délaissé des choses pour se concentrer sur ses tâches. Puis là, je vous donne plus de contexte parce que ça faisait partie de l'ensemble du message. Mais ce qui est mentionné, puis c'est exactement ce qui est mentionné dans le blog, c'est l'importance de concevoir ça dès maintenant. Fait que, on le sait, là, qu'à chaque année, il y a une période qui devient plus difficile. Dans le cas de l'entraîneur ici, ça peut être l'enchaînement des tournois. Dans le cas, dans les différentes responsabilités, ça peut être les embauches, par exemple, qui vont créer ça. Dans le football collégial universitaire, ça peut être le recrutement. Mais ce que je recommanderais à cet entraîneur-là, puis à tous qui sont à l'écoute, c'est de concevoir 1 ou 2 ou 3 semaines type. Moi, je sais que je fonctionne généralement avec 3 semaines type. Il y a mon fonctionnement normal, où est-ce que je vais avoir un peu plus d'heures de travail. Je sais que si j'avais une semaine comme ça, à l'année longue, comme je serais capable de très bien fonctionner. Tu as une semaine que j'appelle de récupération, où est-ce que je vais commencer un petit peu plus tard, à aller porter mes filles à la garderie, à aller les chercher le soir. Je sais que c'est plus relax, j'ai pas besoin de commencer aux petites heures du matin, j'ai pas besoin de finir tard. Puis ça, c'est comme une semaine de récupération, aussi que je sais que j'ai un peu plus de lousse. Mais j'ai aussi des semaines que j'appelle de performance, où est-ce que là, je me réveille à 5h30 le matin, j'enchaîne d'une certaine façon pour la suite des choses. Ensuite ça, je fais ce qui m'est attendu de moi, je fais mon activité physique, puis là, je clenche, puis je suis au travail déjà vers 7h, 7h30, jusqu'à la fin de la journée, quand vient le temps de mes responsabilités. Donc, moi, ce que je vous encouragerais à faire, numéro 1, c'est d'établir ce que j'appelle votre semaine de développement, votre semaine normale. Un rythme que tu le sais, là, que généralement, si tu faisais ça à l'année longue, là, comme tu serais capable de le faire. Puis là, après ça, dire, OK, quand c'est crunch time, qu'est-ce que je suis capable de faire, puis pendant combien de temps je suis capable de faire ça? Est-ce que c'est 7 jours, 10 jours, etc.? Mais ça, je vous invite à le considérer parce que justement, il y a des travaux de Adam Grant qui ont été publiés là, il y a plusieurs années. Je me rappelle pas de la source, de la date exacte, mais qui démontraient que si tu fais des semaines de 60 heures, rendu à la 3e semaine de 60 heures, tu es aussi productif qu'une personne qui travaille entre 35 à 40 heures. Fait que voulant dire que oui, c'est vrai que la première fois que tu fais une semaine de 60 heures, ton output, ta productivité va être plus haute. Mais à force d'enchaîner ça, il y a de la fatigue qui s'accumule. Puis s'il y a de la fatigue qui s'accumule, ben tu deviens moins efficace par heure de travail. C'est donc dire que rendu à la 3e semaine de 60 heures, tu es aussi productif qu'une personne qui travaille 35 à 40 heures. Puis rendu à ta 4e semaine de travail, de 60 heures consécutives, tu es moins efficace qu'une personne qui travaille en moyenne 35 à 40 heures. Donc, ce que je vous dis là, c'est que vos semaines de performance, moi, c'est comme ça que moi, je l'ai organisé, ben, c'est peut-être une semaine de 60 heures que tu vas faire parce que tu as des dossiers de recrutement à faire, tu as des embauches, tu as une planification. Peut-être même tu vas
te rendre jusqu'à 2. OK, parfait, on capte cela. Mais là, si tu le sais maintenant que la 3e semaine de 60 heures, elle n'est pas efficace, bien, probablement que tu devrais tomber en mode récupération rendu à ta 3e semaine et jamais prévoir un peu plus que ça. Donc, là-dedans, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a 3 types de semaines que tu es capable de te moduler. Moi, je sais que personnellement, en ce moment, on est en plein milieu de l'été. Comme je suis un professeur universitaire, consultant en sport, ben, la majorité de l'action se passe de septembre à avril. Fait que je le sais que juillet, août, ben, je suis en mode été. C'est un peu plus relax. Je sais que ça, c'est un rythme de récupération pour que je tombe éventuellement en mode performance quand le 27 août va arriver, là, ou peu importe, le lundi de cette semaine-là. Donc, mon conseil en ce moment, c'est prends ton horaire hebdomadaire actuel, regarde un petit peu ce qui s'est passé, puis là, dis-toi, ça va te survivre à 3 fins de semaine de tournoi d'affilée. Si tu as 3 fins de semaine de tournoi d'affilée, comment est-ce que, oui, peut-être que tu peux avoir une semaine de performance pour le premier tournoi, tu prépares un peu ce qui s'en vient pour les 3 semaines, mais peut-être que la semaine 2-3, comme les tournois demandent beaucoup d'énergie la fin de semaine, est-ce que tu es capable de te libérer du temps et être plus en mode développement ou même en mode récupération durant ces semaines-là? Puis si ton horaire, il n'y a aucun moyen que tu survives aux 3 fins de semaine de tournoi d'affilée, mais c'est pas une question de discipline. C'est ce que je mentionne dans le blog. Tu devrais revenir à ton design. Comme si tu es un entraîneur-chef puis que tu écoutes ce que je suis en train de dire en ce moment, ce n'est pas ta discipline puis ta volonté qui est le problème. Okay? C'est qu'à un moment donné, toute la discipline puis toute la volonté au monde, ça ne résiste pas à la fatigue. Il y a un certain point où est-ce que tu dois doser les choses. Puis ici, je ne suis pas en train de vous demander de travailler moins, mais de travailler plus intelligemment. Puis je vais vous donner un autre exemple. Tu sais, justement, dans mes semaines intenses, là, moi, j'ai vécu un défi personnel là, en janvier 2026. Pas que c'est un grand défi, mais qui est une réalisation que je pense qui peut être intéressante pour tout le monde. Bon, pour ceux et celles qui ont écouté quelques épisodes de Temps d'arrêt, qui me connaissent un peu plus, qui ont reçu certains de mes textos, je suis un matinal, puis c'est là que je suis le plus efficace. Fait qu'en janvier 2026, parce que c'est une période de l'année qui est plus demandante chez nous, donc on n'a pas de soutien familial pour s'occuper des enfants. Je suis un père de 3 filles de 7 ans et moins. Ma conjointe est une professionnelle. Je suis un professeur dans un département universitaire. Je suis un consultant, puis j'essaye de rester un athlète à temps partiel. Mais quand on prend ces 5 rôles-là, tout en considérant qu'on a un peu moins de soutien familial de la période de janvier à avril, moi, la décision que j'avais prise pour être capable de rattraper mes dossiers, puis de clencher, puis de prendre l'avance, puis d'être productif, d'être efficace, c'était que la meilleure solution, c'était de me réveiller à 5 heures pour commencer à travailler à 5h10. Fait que je me réveillais à 5 heures, 5h10, j'étais rendu en bas, je travaillais devant mon ordinateur, puis j'avais mon café à la main. Ça a vraiment bien fonctionné pendant quelques semaines, puis je pense que c'est pas mauvais comme fonctionnement pour ma période de performance. Mais ça, c'est selon moi. Moi, je suis un matinal. Naturellement, je me réveille à quelque part entre 5h45 et 6h. Sauf que ce que j'ai pas réalisé, puis qui m'a pris quand même quelques semaines à réaliser, c'est que le fait de me réveiller tôt et de me plugger immédiatement devant mon écran 34 pouces, lumière bleue à côté dans le tapis, mais c'est que je me réveillais de plus en plus tôt. C'était rendu au point que je me réveillais à 4h30, 4h40, sans cadran, même si je me couchais tard la veille, parce que si on se couche tard, techniquement, on devrait se réveiller plus tard. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que probablement que j'avais changé mon rythme circadien en m'exposant constamment à l'écran dès mes premières heures, tellement que je n'étais plus capable de me réveiller après 5 heures les week-ends. Donc, la vie étant ce qu'elle est, j'avais personnellement pas la discipline pour me coucher à 9 heures le vendredi, le samedi ou le dimanche parce que à un moment donné, c'est le fun d'avoir des activités le week-end ou à un moment avec le monde qu'on aime. Fait que ce que j'ai fini par observer, c'est que c'est probablement plus efficace pour moi de me réveiller, faire quelques tâches ménagères, prendre un café décaf, lire un livre sur ma Kindle parce que l'écran, elle est pas trop illuminée versus mon écran d'ordinateur, puis de commencer à travailler 45 minutes à 1 heure après mon réveil. Puis c'est un rythme qui est davantage naturel, qui me demande aussi beaucoup moins de volonté. Puis c'est là que je vous amènerai à apprendre de cette expérience-là. Pensez à ça si pour vous, le sommeil est un enjeu. Deuxièmement, je vous inviterai, ou le coach qui a posé la question, à remarquer, mettons-le, quand
tu travailles à un rythme naturel, quand tu es en vacances, quand tu es dans une période où est-ce que tu n'es pas trop rushé, c'est quoi le rythme naturel de travail? Mais moi, je sais que je me réveille, puis 45 minutes plus tard, là, ça commence à être le bon moment là, pour embarquer dans le travail. Il y en a d'autres personnes qui sont très productives que eux autres, c'est beaucoup plus tard, puis ça va prendre 1h30 avant d'être vraiment en mode travail là, pour se lancer dans le vif du sujet. Et tout ça pour vous dire que je l'ai pas trouvé du premier coup, mais je l'ai seulement trouvé après avoir testé, puis rencontré de l'adversité comme vous allez tous en rencontrer durant la saison. Fait que si vous êtes capable de vous concevoir un plan aujourd'hui, ben là, vous arrivez déjà plus en connaissance de cause durant la saison et vous allez être capable de vous adapter plus rapidement. Puis si vous êtes capable de vous adapter plus rapidement, ben vous allez passer plus facilement à travers vos 3 semaines de tournoi. Donc, c'est le même principe. Ce que je viens de vous partager, je suis allé un petit peu plus loin, mais c'est le même principe que ce que j'ai partagé dans le blog de la semaine dernière. Ton mois de janvier se gagne pas en janvier. Il se conçoit maintenant de façon délibérée pour tes pires semaines de la saison. Donc aujourd'hui, on a couvert 2 cadres. Le cadre de Tuckman qui date quand même d'il y a longtemps pour nommer les 4 stades de formation d'un groupe avec le 5e qui est l'ajournement. On l'a actualisé un peu avec la littérature plus récente puis ce qui peut se passer dans le cadre sportif et on a répondu à la question d'un membre de la communauté à propos de la façon dont on peut conserver son énergie durant la saison. Donc, moi, j'ai 3 actions, comme promis, 3 choses que je t'encourage à faire cette semaine pour passer à l'action avec ce qu'on vient de dire. Premièrement, je t'invite à répondre au défi qui a été déposé dans l'espace de la communauté, c'est-à-dire nomme une décision que tu as prise dans la dernière année puis qui a peut-être nuit à ta performance à moyen et long terme. Je t'encourage aussi à aller voir le soutien visuel dans l'espace et des outils. On va déposer une infographie qui résume les 2 cadres et je t'encourage aussi également à déposer une question parce que comme tu peux bien le sentir aujourd'hui, autant la première partie que la deuxième, eh bien, le contenu que je vais lire, que je vais chercher, que je vais co-créer si on veut, ben, il part directement des questions là, qui vous animent. Je vais en choisir 1 ou 2 questions pour la prochaine chronique et c'est ça qui va devenir le cœur de tout ça. Donc, merci de ton écoute et on se retrouve la prochaine fois pour une autre chronique de Premier Plan. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Tantaret vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.